dernière fois, à savoir les pathologies liées au travail en altitude. Donc, vous vous souvenez, j'espère, dans les grandes lignes, je n'ai pas besoin de reprendre par rapport à la première partie. Vous vous souvenez quels étaient les principaux risques liés, enfin les principales nuisances auxquelles étaient confrontés les individus lorsqu'ils se trouvaient en haute altitude. Et que la principale contrainte qui était incontournable, c'était l'hypoxie, hypobarie. Et puis, il y avait d'autres phénomènes et il y avait des réactions pour contrer ces risques. L'organisme va mettre en jeu certains mécanismes pour lesquels parfois ça marche et pour d'autres non. Et tout au long de notre conférence de la dernière fois, j'avais insisté sur le fait que les performances physiques de l'individu, même si c'est un grand sportif, il y a certaines règles à respecter lorsqu'il y a un travail en haute altitude et que l'activité physique au préalable ne préservait pas des effets néfastes du travail en altitude. Donc aujourd'hui, on va voir les pathologies. Donc je rencontre le même problème que la dernière fois. Vous aurez la conférence, apparemment, votre collègue m'a dit que quand je mettais en diaporama, vous voyez toujours les diapos en format normal. Oui, je n'ai pas fait passer de toute façon. Donc là, est-ce que c'est bon? C'est passé? Oui. Donc, souvenez-vous qu'un séjour en haute altitude, il est caractérisé par l'hypoxie, qui est due à la diminution de la pression atmosphérique, l'hypobarie, donc c'est l'hypobarie qui va entraîner, si vous voulez, l'hypoxie. Il y a le froid, l'exposition aux ultraviolets et l'effort physique. Donc, il va être confronté aux contraintes liées à l'hypoxie, à l'hypobarie, et on avait dit à des contraintes qui étaient liées à l'environnement. Donc, parmi les plus importantes, ce sont celles que je vous ai citées, mais il y en a d'autres. Et donc, les pathologies liées au travail en altitude, on distingue principalement 4 grands groupes. On a, dans le premier groupe, les pathologies qui vont être liées à l'hypoxie d'altitude. Ce sont des pathologies qui sont spécifiques. On a des pathologies qui vont être liées au dysbarisme et on va prendre un type de description particulier. C'est ce qu'on appelle le syndrome de décompression de l'aviateur. En troisième grosse pathologie viennent les pathologies qui sont liées au froid. Et enfin, un petit groupe de pathologies sur lesquelles je vais passer très brièvement. On va commencer par les pathologies qui sont liées à l'hypoxie. J'ai réduit un peu le zoom, c'est mieux? Vous voyez comme ça? Vous voyez toute la planche comme ça? Oui. Donc, pas vraiment, comme ça. C'est bon. Alors, pour les pathologies d'altitude qui sont liées à l'hypoxie, on a le mal aigu des montagnes, l'œdème cérébral, l'œdème localisé de haute altitude, l'œdème pulmonaire de haute altitude, on a les accidents thromboemboliques de haute altitude et la polyglobulie de haute altitude qu'on appelle aussi la maladie de Monge. Toutes ces pathologies d'altitude qui sont liées à l'hypoxie ont des facteurs de risque communs, à savoir des antécédents de mal d'altitude, c'est l'altitude absolue, la durée du séjour, la rapidité d'ascension, l'intensité de l'effort physique, le fait d'être, quand la personne qui monte en montagne a l'habitude de résider à des altitudes de moins de 900 mètres, donc ça constitue un facteur de risque. Et enfin, le sujet jeune est plus vulnérable par rapport au sujet âgé. Donc ce sont surtout les moins de 50 ans. Et je vous rappelle qu'une bonne condition physique n'est pas du tout un facteur protecteur. Alors pour ce qui est
de l'œdème aigu du poumon. En plus de ces facteurs communs, de risque commun, il a des facteurs de risque propres à lui, à savoir l'homme, c'est l'homme qui est plus vulnérable par rapport à la femme. Le fait d'avoir, avant de monter en altitude, de faire une infection des voies aériennes, si cette personne présentait au préalable une anomalie de la circulation pulmonaire, et enfin, l'exposition au froid, c'est un facteur plus ou moins, comme dirait l'autre, et la persistance du foramen ovale. Quant à l'œdème cérébral, à l'heure actuelle, on ne connaît pas de facteurs de risque qui lui sont propres. On n'a pas de données à l'heure actuelle. Selon les données de la littérature, on n'a aucune information. Alors, si on commence par le mal aigu des montagnes, il faut savoir que sa survenue, elle varie en fonction de l'altitude. Donc, 15% des personnes peuvent le développer à 2000 mètres et 60% à 4000 mètres. Le délai de survenue, c'est à peu près 4 à 6 heures après l'arrivée. Et les principaux signes fonctionnels, ce sont les maux de tête. Et si ces maux de tête résistent à l'aspirine, ça constitue un signe de gravité. On a les nausées, il va présenter des nausées ou une perte d'appétit, de l'insomnie, des vomissements, une dyspnée au repos, voire même une fatigue anormale, une oligurie, et ces symptômes vont augmenter sur 24 à 36 heures pour soit disparaître en 3-4 jours, ou alors évoluer vers une forme compliquée. Donc ce mal aigu des montagnes peut survenir quel que soit l'entraînement physique. Les mécanismes physiopathologiques de ce mal aigu des montagnes sont inconnus, on ne sait pas. Alors pour ces deux auteurs, Hackett et Rock, ils considèrent que l'hypoxémie va induire une augmentation du flux cérébral et du volume sanguin intracrânien. Il va entraîner aussi une augmentation de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, ce qui va être à l'origine d'une augmentation du volume cérébral et qui va conduire au développement d'un mal aigu des montagnes associé ou non à un œdème cérébral. Donc l'hypoxémie qui est causée par un œdème pulmonaire de haute altitude peut précipiter l'apparition de l'œdème cérébral de haute altitude. Alors, comment évaluer l'intensité de ce mal aigu des montagnes? Eh bien, il existe des scores, c'est des scores cliniques qui sont utilisés pour cela. Il y en a principalement deux. C'est le score de Hackett et le score de Lake-Louise. Ils sont basés sur quoi? On collige, on totalise des symptômes. Et selon le type de symptômes, il y a des symptômes qui valent 1 point, il y a des symptômes qui valent 2 points et d'autres 3 points. Et on fait la somme. Par exemple, les céphalées valent 1 point. Si ces céphalées, elles sont résistantes aux antalgiques, on va les coter 2. Si c'est des symptômes, par exemple, il y a des symptômes tels que la dyspnée de repos, la diminution de la diurèse, ça, c'est des symptômes qui valent 3 points. Donc, en fonction des symptômes qui sont survenus, il y a une somme qui est faite, et en fonction de la somme, donc quand on arrive à un score qui est compris entre 1 et 3, on parle de mal aigu des montagnes léger. Entre 4 et 6, c'est un mal aigu des montagnes modéré, et au-delà de 6 points, il s'agit d'un mal aigu des montagnes qui va être sévère. Alors l'œdème cérébral de haute altitude, il faut savoir que c'est une complication du mal aigu des montagnes. C'est le stade final de l'évolution des mal aigus des montagnes. Et les premières manifestations cliniques de cet œdème cérébral sont généralement identiques à celles du mal aigu des montagnes, comme ce qu'on vient de voir, mais il y aura des signes neurologiques qui vont venir
s'ajouter au fur et à mesure que la maladie progresse. C'est-à-dire qu'il va y avoir apparition d'insomnie, de forte irritabilité, d'ataxie cérébelleuse, un état ébrieux, hallucinations, paralysie, voire même des crises d'épilepsie. Plus rarement, on peut observer quand même une perte de connaissance, voire même l'installation d'un coma. Et l'examen du fond d'œil va révéler un œdème papillaire qui est parfois associé à des hémorragies rétiniennes et qui viennent confirmer le tableau d'hypertension intracrânienne. Est-ce que vous suivez? Professeur, si vous pouvez zoomer un petit peu les planches, parce que là, je vois pas trop bien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous pouvez zoomer les plonges, parce que j'arrive pas à voir. Donc, l'écriture est tellement tout petite. Voilà, C'est voilà, bon? voilà, c'est bon. Voilà, je vois trop bien maintenant. Merci à vous. Je reprends de quelle partie? Donc, pas la Je... peine de reprendre. C'est pas la peine de reprendre. C'est bon. Non, non, voilà, merci à vous. Alors, pour ce qui est de l'œdème pulmonaire de haute altitude, alors celui-là, il est rare. Il est de survenue imprévisible, par contre, mais il peut être d'évolution fatale et il survient le plus souvent chez des sujets qui sont jeunes en pleine santé, mais on s'est rendu compte qu'il existait une très grande susceptibilité individuelle et qu'il régressait très rapidement sous traitement. Alors, toujours pour cet œdème, il survient pour des altitudes qui varient entre 2000 et 7000 mètres, et dans 63% des cas, il survient les 3 premiers jours du séjour, très souvent la soirée ou la nuit, qui suivent justement un exercice qui a été intense, et lors de l'arrivée au-delà de 4000 mètres en début de séjour. Donc, le début des troubles va survenir après 36 à 72 heures d'altitude. Donc, le sujet va présenter une dyspnée anormale, une asthénie intense, de la toux sèche. Un mal aigu des montagnes est parfois associé. À la phase d'état, on aura une cyanose, une dyspnée de repos, des râles bronchiques pulmonaires, une tachycardie, de la fièvre et une expectoration. L'évolution, c'est généralement le décès dans 44% des cas qui n'ont pas été traités. Autrement, lorsque la personne descend rapidement, s'il y a une redescente rapide qui est entreprise, eh bien, la guérison sera rapide et elle se fera sans aucune séquelle. Alors, les examens complémentaires à la radio, voici les images qu'on peut avoir. Ce sont des images alvéolaires diffuses qui vont être individualisées puis confluentes. Voilà notre exemple. Donc ça, c'est une image que j'ai récupérée dans la littérature. C'est un œdème aigu du poumon d'altitude chez quelqu'un qui l'a développé pour une altitude de 3700 mètres. À la gazométrie, bien sûr, on aura une hypoxémie avec une normo-hypocapnie. Vous le savez pourquoi, l'hypocapnie. À l'électrocardiogramme, on aura une surcharge cardiaque droite. Au plan hémodynamique, on aura une hypertension artérielle pulmonaire. Le lavage broncho-alvéolaire peut retrouver des protéines de haut poids moléculaire, des neutrophiles, des leuconétriennes, etc. Tout ça est en faveur d'un œdème lésionnel de perméabilité. Alors, qu'est-ce qui favorise la survenue de cet œdème pulmonaire? Eh bien, c'est l'altitude élevée, c'est les dénivelés importants, c'est-à-dire lorsque la personne, au-delà de 3000 mètres, fait plus de 400 mètres entre deux nuits. En fait, il faut vraiment monter très doucement. Lorsque la montée elle est associée à un exercice physique intense, il y a le froid, les infections ORL ou bronchopulmonaires préexistantes, la déshydratation, par exemple la diarrhée, et l'anxiété. L'anxiété liée toujours
en particulier les premiers jours. Pour les facteurs prédisposants, on sait aujourd'hui que pour l'œdème pulmonaire de haute altitude, certains facteurs peuvent prédisposer, par exemple la faible chémosensibilité à l'hypoxie, une réponse pressive pulmonaire qui va être exagérée, il y a l'âge jeune, et on pense aussi qu'il existerait un facteur génétique. Mais les études n'ont pas été déterminantes par rapport à cet item. Certains l'évoquent, mais elles ne sont pas confirmées par d'autres. Donc ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut dire aux personnes qui doivent aller en haute altitude, c'est de leur dire que tout signe respiratoire important qui survient en altitude doit être considéré comme un œdème aigu du poumon de haute altitude. Et il doit être donc traité comme tel, c'est-à-dire, vous avez compris, descendre. Alors, quelles sont les formes cliniques? Il y a des formes cliniques pour cet œdème. Il a été rapporté des formes suraiguës, des formes subchroniques, des formes associées à un œdème cérébral. On a ce qu'on appelle des œdèmes de réentrée, je vais l'expliquer, et des œdèmes des altitudes moyennes. L'œdème de réentrée, ce sont des personnes qui sont nées en haute altitude, donc dans des régions d'altitude, et qui ont quitté jeunes ces régions-là. Dès qu'ils repartent, ça ne rate pas, ils font cet œdème pulmonaire. Alors l'évolution, c'est le décès. Le décès dans 44% des cas qui n'ont pas été traités. Et le traitement, c'est redescendre. Donc, au plan physiopathologique, l'œdème aigu du poumon, c'est un œdème non cardiogénique qui est dû à une augmentation des pressions hydrostatiques secondaire à une vasoconstriction artérielle pulmonaire chez des sujets susceptibles, soumis à l'hypoxie. On passe à une autre affection, c'est les œdèmes systémiques de haute altitude. Vous me suivez? Oui. Oui, on veut. Ouais, parce que j'ai l'impression, j'aime pas trop cette façon, j'ai l'impression de parler toute seule, mais bon. Alors, les Là, œdèmes systémiques, pardon? je vous ai dit qu'on vous suit. Ah, j'espère. Il n'y a pas de questions, je continue? Oui, vous pouvez continuer, merci. Alors, pour les œdèmes systémiques, il s'agit généralement d'un œdème palpébral, d'une tuméfaction des mains et des jambes, qui peuvent apparaître donc en altitude et qui sont souvent en association avec un effort intense. Il n'y a pas de quoi s'alarmer, ils sont bénins, il n'y a pas un traitement particulier, spécifique, je veux dire. Le traitement, c'est qu'il faut retourner à une altitude inférieure. Pour ce qui est de la maladie de Monge, ou polyglobulie, donc chronique, donc le sujet généralement, il est cyanotique, avec des symptômes d'hypoxie du système nerveux. Il aura des céphalées, vertiges, somnolence, paresthésie, des difficultés de concentration. Sur le plan biologique, on aura une polyglobulie majeure, avec parfois des hématocrites à 80%, une hyperviscosité sanguine, une saturation artérielle en oxygène qui va être basse et une pression partielle en CO2 qui va être élevée. Donc la pathogénie de cette affection, on ne la connaît pas. Encore une fois, le traitement, c'est il faut descendre le malade au niveau de la mer. Et généralement, les symptômes disparaissent en 2 mois environ.
Pour les accidents ischémiques, thromboemboliques et hémorragiques, on a d'abord les accidents thromboemboliques, ce sont des thrombophlébites des membres inférieurs. On a des embolies pulmonaires. Pour les accidents ischémiques cérébraux, on a des accidents ischémiques transitoires, des AIT, des infarctus cérébraux. Et les causes des accidents ischémiques cérébraux, elles n'ont pas été établies pour les cas qui ont été rapportés dans la littérature. Troisième type d'accident, ce sont les thromboses veineuses cérébrales. Elles sont heureusement moins fréquentes, mais beaucoup plus graves que les infarctus artériels. Et quelques cas ont été rapportés en altitude. Pour les hémorragies rétiniennes de haute altitude, elles sont liées à une dilatation puis une rupture des vaisseaux rétiniens. Généralement, elles régressent sans séquelles et les conséquences n'ont pas été établies chez les personnes qui présentent des risques additionnels tels que les rétinopathies au préalable et ceux qui sont sous anticoagulants. Alors, on a fini pour le premier groupe de pathologies, c'est-à-dire les pathologies qui sont liées à l'hypoxie. Donc, il s'agissait principalement, je vais revenir brièvement. Souvenez-vous du plan. On a des pathologies liées à l'hypoxie, des pathologies liées au dysbarisme, on a les pathologies liées au froid et un autre groupe de pathologies. Dans les pathologies liées à l'hypoxie, on a vu, il s'agit principalement du mal aigu des montagnes, de l'œdème cérébral qui constitue le stade ultime du mal aigu des montagnes. C'est en fait comme une complication. On a l'œdème pulmonaire de haute altitude, on a les œdèmes localisés de haute altitude qui siégeaient surtout au niveau des extrémités, donc des jambes et des mains, mais aussi au niveau palpébral. Ils sont bénins. On a vu la polyglobulie ou maladie de Monge. Et enfin, les accidents thromboemboliques de haute altitude. Donc, on va passer à la deuxième partie. C'est les pathologies d'altitude qui sont liées au dysbarisme. Donc, comme vous l'avez vu en hyperbarie, les cavités closes ou semi-closes de l'organisme, vous le savez, contiennent des gaz. Et comme la pression barométrique baisse, quand la pression barométrique baisse en altitude, on a les gaz qui sont à l'intérieur de ces cavités qui vont se dilater. Et du coup, on va observer au niveau de l'oreille moyenne des otites barotraumatiques, au niveau des sinus, des sinusites barotraumatiques. S'il y a des caries qui sont mal soignées, présenter des aérodontalgies. Au niveau du tube digestif, on aura des distensions des parois gastriques et intestinales. Et au niveau des poumons, il peut y avoir une expansion des gaz pulmonaires ou encore une décompression qui va être explosive. Mais dans toutes ces pathologies, il faut savoir que les atteintes barométriques ORL représentent l'une des plaintes essentielles des salariés de la montagne. Alors pour l'aviateur, c'est très particulier. Donc chez les aviateurs, ce sont les avions qui ne sont pas pressurisés. Ce n'est pas les vols commerciaux comme on connaît, mais ce sont sur des avions cargo, par exemple les militaires, ceux qui font le transport de marchandises. Donc dans les syndromes de décompression de l'aviateur, c'est des symptômes qui peuvent être répartis en deux catégories. On a la maladie de décompression de type 1,
Donc, l'aviateur va présenter des douleurs dans les articulations, va avoir des douleurs musculaires et il aura des manifestations cutanées. Alors, ce qui est responsable de ces manifestations cliniques, c'est des bulles de gaz extravasales qui surviennent, qui vont siéger au niveau des capsules articulaires, des ligaments, des tendons, des aponevroses, au niveau des muscles et de la peau. Donc, les troubles au niveau des membres et des articulations concernent typiquement les extrémités supérieures. Et le site de prédilection pour les manifestations cutanées, ça concerne le tronc. Ce sont des démangeaisons. Pour la maladie de décompression de type 2, l'aviateur va présenter des troubles du système nerveux central. Il va présenter des troubles de la vue et des symptômes pulmonaires. Pour les cas sévères de maladie de décompression de l'aviateur, ça peut conduire à la mort. C'est rare, mais c'est lors d'exposition à des altitudes très importantes dans l'aviation. Alors, le syndrome de décompression de l'aviateur, il est finalement un peu similaire à celui des plongeurs, avec quand même quelques particularités, parce que dans le syndrome de décompression de l'aviateur, plus de 90% des cas de manifestations nerveuses, elles sont d'origine cérébrale, soit une proportion qui est inverse quand même de celle des plongeurs. Et l'ostéonécrose aseptique, qui est plutôt fréquente chez les plongeurs, elle est extrêmement rare chez les aviateurs. Donc, normalement, en vol, dès l'apparition des symptômes, les aviateurs le savent, il faut absolument descendre. Donc, si l'atterrissage il n'est pas possible, dans les plus brefs délais, il faut qu'ils maintiennent l'avion à une altitude la plus faible possible. Donc, au plus, 5000 mètres si l'avion n'est pas pressurisé. Et s'il est pressurisé, il faut essayer d'emmener l'altitude cabine au niveau du sol ou plus près du sol. Et dès l'apparition des symptômes, il est indispensable de faire respirer de l'oxygène pur et de mettre le sujet au repos strict. Donc au sol, le transport doit se faire de façon immédiate dans un caisson hyperbare et dans les formes graves. Donc ça, c'est indiqué lorsqu'il s'agit de formes graves et en cas d'apparition d'arthralgies qui sont très importantes. C'est vous dire la gravité de ce type d'accident. Pour les pathologies liées au froid, normalement, vous avez fait de l'ambiance thermique. Donc ça, je ne m'étalerai pas dessus, mais il faut savoir que les pathologies caractéristiques du travail en haute altitude, c'est les gelures et l'hypothermie. Donc pour les gelures des montagnes, les photos que je vous montre là, ce sont des photos de sujets qui ont été, donc ils les ont contractées en haute montagne. Donc les gelures, ce sont des lésions localisées qui sont causées par l'action directe du froid au cours d'une exposition plus ou moins prolongée à une température inférieure à 0 degré ou à des températures basses positives en présence de vent. Vous vous souvenez qu'on avait dit qu'il y avait l'effet wind chill. Donc les facteurs favorisants, c'est principalement l'humidité, le vent qui augmente la perte convective. Vous avez l'hypoxie d'altitude. Il y a lorsque la personne porte des vêtements inadaptés ou des chaussures qui sont très serrées. Une déshydratation qui va augmenter l'hémoconcentration. Et il y a aussi la polyglobulie d'altitude et l'épuisement. Tout ça, ce sont des facteurs qui vont favoriser la survenue de ces gelures. Des facteurs individuels ont été identifiés, tels que les acrosyndromes, les connectivites, le tabagisme et les antécédents de gelures. Toujours dans les pathologies d'altitude liées au froid, à côté des gelures, on a l'hypothermie. L'hypothermie se définit comme étant une température centrale du corps humain qui va être en dessous de 35 degrés et sa survenue, elle est favorisée par les facteurs suivants, le vent, l'hypoxie
l'humidité, la déshydratation, l'épuisement, la dénutrition, l'équipement qui est inadapté, l'inaction et la prise de boissons alcoolisées. D'autres pathologies sont rapportées. C'est par exemple des pathologies qui affectent la peau. La peau va être agressée par le rayonnement solaire. Vous vous souvenez que plus on montait en altitude, plus il y avait de rayonnement UV. Donc la peau va être agressée par le rayonnement solaire et la réverbération de la neige. Parce que généralement en haute montagne, il y a de la neige. Et donc il va y avoir un effet de réverbération. Donc on observe généralement des coups de soleil, des brûlures plus ou moins graves. Et certaines pathologies, comme le lupus et l'herpès, vont être photoaggravées. Chez cette catégorie de professionnels, le risque de cancer cutané, il est augmenté. Pour l'œil, c'est l'ophtalmie des neiges, qui est une kératoconjonctivite aiguë qui va être provoquée par la brûlure physique des UV au niveau des couches superficielles de la cornée et de la conjonctive. Donc elle survient lors d'une exposition sans protection efficace. On a aussi la pathologie psychiatrique. Donc, de nombreux auteurs ont observé des changements de comportement des alpinistes lors d'expéditions en altitude réelle ou simulée. Donc, il y a davantage de somatisation, il y a de l'anxiété, il y a des comportements qui sont dépressifs et obsessionnels, compulsionnels, il y a de l'agressivité, parfois des idées paranoïdes. Il a même été rapporté des hallucinations psychosensorielles ou psychiques. Alors, c'est bon, vous avez des questions par rapport aux pathologies? Pardon, Non, professeur. Oui? Donc, pour les barotraumatismes, ils sont présents en cas d'hypoparisme et d'hyperbarisme. Oui. D'accord. Pour les pathologies d'altitude, donc même pour les passagers qui prennent le transport par avion, ils peuvent faire tout. Non, je vous ai dit, les vols commerciaux, tout Oui, l'avion est pressurisé. Sauf s'il y a un incident. Donc, il va y avoir une hypobarie, l'hypoxie. D'ailleurs, on vous dit, quand ils font la démonstration, ils vous montrent pour le masque à oxygène comment il faut le porter. Il y a de l'oxygène juste à portée de main. Les masques, ils tombent. Ils sont programmés comme ça. Dès qu'il y a une baisse de pression, les masques vont tomber pour les passagers. Mais d'accord. les avions commerciaux, il n'y a pas de problème, ils sont pressurisés. Ok, Et ils sont dotés pour les passagers, il n'y a rien à craindre. Et la cabine, la conception de la cabine du cockpit, elle n'est pas comme là où il y a les passagers. C'est encore plus renforcé. Moi, je parle surtout des avions militaires et des avions qui transportent de la marchandise, les cargos, les avions cargos, ça existe. Ceux qui ramènent les médicaments, ceux qui ramènent... il y a de la marchandise qui est transportée par des aéroporteurs, qu'on appelle ça. Elles ne viennent pas toutes par mer, les marchandises. Certaines viennent par vol, mais ce n'est pas des avions comme ceux qu'on prend pour voyager, c'est d'autres. Et les aviateurs de ces types d'avions, c'est assez particulier. Donc, il arrive que... Et ils sont entraînés pour ça. Ils sont entraînés pour ça. d'accord. Voilà. Mais pour les avions que nous prenons pour voyager, il n'y a absolument rien à craindre. D'accord, merci. De rien. C'est bon? Je peux continuer? Oui, Donc, vous avez vu dans les pathologies, il y avait des pathologies, je pense qu'il y a des pathologies qui sont liées au dysbarisme, voilà, à l'hypoxie, au dysbarisme, on les a vus, au froid, les gelures avec l'hypothermie, les pathologies liées au dysbarisme, on a vu un petit peu que c'était les cavités les plus fréquentes, c'était celles qui affectaient la sphère ORL.
mais qu'il n'y avait pas que la sphère ORL qui va être affectée, il y a même les intestins et d'autres. Il y a aussi les pathologies très spécifiques dans le dysbarisme, c'est celle de la décompression de l'aviateur. Et on a vu qu'il y avait 2 degrés de gravité, il y a le type 1 et le type 2, qui étaient beaucoup plus graves puisqu'il était associé à des troubles neurologiques. On a la pathologie liée au froid et on a les autres pathologies qui atteignent la peau, les yeux, on a dit. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? La peau, les yeux? Les maladies psychiatriques aussi. Les maladies psychiatriques, exact. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir pour les autres pathologies. Alors, comment prévenir? C'est la prévention et le traitement des pathologies liées à l'hypoxie. Donc, il faut savoir qu'à la visite, donc il faut toujours, pour le médecin du travail, essayer de dépister les sujets à risque. Donc, la visite médicale de l'aptitude au travail en altitude, elle doit toujours rechercher des facteurs des facteurs limitants, particulièrement sur les organes suivants. C'est surtout l'appareil cardiovasculaire. Donc, il est important de déterminer l'aptitude cardiovasculaire. Donc, il faut rechercher les maladies qui limitent cette aptitude des adaptations cardiovasculaires, donc telles que l'insuffisance coronarienne, l'hypertension artérielle, les cardiopathies évolutives. Alors, on a aussi le diabète mal équilibré, l'épilepsie, les maladies du système sanguin, les thrombophlébites, tout ça, ce sont des maladies qui peuvent limiter les adaptations. Donc le reste du bilan d'aptitude, il doit s'intéresser à la sphère ORL. Il faut préciser l'état des fosses nasales, la perméabilité des trompes d'Eustache et l'état de la cloison nasale. On a l'épreuve de Valsalva qui va apporter des éléments quant à la perméabilité de la trompe d'Eustache. Et au moindre doute, il faut pratiquer une impédance métrique. Donc, pour synthétiser, chez les sujets apparemment sains, parce que les autres, vous allez les écarter, il faut mener un très bon interrogatoire, il faut faire un examen clinique complet. Ça va être suffisant lorsque la personne va travailler à moins de 3000 mètres. Dans le cas où il y a une très forte sollicitation, ça veut dire que ce qu'il va faire en altitude va être très physique. Là, les choses vont changer. Dès que ce travail devra se faire à 2000 mètres ou lors d'un travail à une plus haute altitude, il faut absolument réaliser un test d'exercice à l'hypoxie. Donc, son but, c'est de rechercher une susceptibilité des chémorécepteurs carotidiens et aortiques anormales, l'hypoxie, qui serait un facteur favorisant de mal aigu des montagnes sévères et d'œdème du poumon des hautes altitudes. Pendant cette visite, il est important d'informer les personnes concernées sur les risques encourus et les moyens de les prévenir. Des examens paracliniques peuvent être réalisés, tels que l'électrocardiogramme, l'épreuve fonctionnelle respiratoire et un examen biologique. Alors, il faut absolument insister sur l'acclimatation. L'acclimatation, ça va être des conseils qu'il faut leur donner, qui peuvent être résumés en 2 phrases. Ne montez pas trop vite et trop haut. Il faut retenir que la vitesse d'ascension ne doit pas excéder 300 à 500 mètres de différence d'altitude entre 2 nuits successives en moyenne, sur 2 jours, au-dessus de 3000 mètres. La partie la plus importante du traitement préventif, ça réside dans les informations qui sont apportées avant le départ. Il faut faire comprendre que la période d'acclimatation est importante et qu'un médicament ne remplacera jamais une acclimatation naturelle. Donc, il faut une hydratation de bonne qualité, c'est important.
Alors, quelles sont les contre-indications absolues à un séjour au-delà de 2500 mètres d'altitude? Donc, c'est toutes les pathologies que vous voyez sur cette planche. Donc, je ne vais pas toutes les énumérer parce que je vais vous envoyer le polycope, tout y est. Donc, je citerai juste quelques-unes. Par exemple, la maladie coronarienne non équilibrée, les drépanocytoses homozygotes, les anémies sévères, les antécédents psychiatriques constituent des contre-indications absolues. On a d'autres pathologies qui constituent des contre-indications relatives. Donc, ça peut être une maladie coronarienne contrôlée. Ça peut être un asthme d'effort ou au froid, ça existe. Et les antécédents isolés de phlébite, la prise d'œstroprogestatifs fortement dosés. Alors là, vous avez un tableau que vous allez retrouver sur votre polycope. C'est la prévention et le traitement des maladies d'altitude. Donc, on a pris 3 types de descriptions, le mal aigu des montagnes, l'œdème cérébral et l'œdème pulmonaire de haute altitude, avec les modalités de prise de traitement en préventif et lorsque la pathologie est survenue, comment mener le traitement et quels sont les médicaments préconisés ou les conduites à tenir à recommander. Alors la redescente, elle fait partie du traitement, elle doit être la plus précoce possible, elle est nécessaire lorsque les symptômes s'aggravent à la même altitude durant l'acclimatation. Et s'il existe d'emblée des symptômes de mal aigu des montagnes sévères et des troubles neurologiques tels que l'ataxie, les troubles de conscience et ou un œdème pulmonaire. Ça doit faire partie des informations qu'on doit donner à ceux qui vont aller travailler en altitude. C'est-à-dire leur faire comprendre que au moindre signe, il faut absolument redescendre. Il y a la réoxygénation et la pressurisation qui font partie justement des traitements. Donc l'administration d'oxygène, elle est efficace, mais elle ne dispense pas de la redescente. Il y a les caissons de recompression portables qui sont préférés à l'oxygène car ils sont légers et de maniement simple. Ils permettent une amélioration provisoire car leur efficacité disparaît après une période de 12 heures. L'amélioration de la saturation artérielle en oxygène, la régression de la dyspnée et l'amélioration des troubles neurologiques apparaissent dans un délai de 45 à 90 minutes. Alors en Algérie, est-ce qu'il y a des textes qui réglementent le travail en haute altitude? De façon générale, non. Il y a juste 2 textes, un qui date de 64 et un il y a eu une mise à jour en 2009, c'est un décret exécutif, en fait, qui réglemente les conditions et les modalités d'exercice des fonctions exercées par le personnel de l'aéronautique civile. Donc, ce n'est que cette catégorie professionnelle qui fait l'objet d'une réglementation spécifique et d'une codification en matière de surveillance médicale. Sinon, pour les autres corps de métier, il y a absolument un vide juridique. Donc, les maladies ou les travaux qui sont effectués dans un milieu où la pression est inférieure à la pression atmosphérique et soumise à variation, elles sont reconnues dans la législation algérienne, elles sont réparées par le tableau 89. Qu'est-ce qui est réparé finalement? Pas grand-chose. Et c'est une liste qui est limitative. Elle ne concerne que le personnel navigant et elle répare que les accidents liés au dysbarisme. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas grand-chose. Et là, je vous remercie. J'ai terminé ma conférence, donc je ne sais pas si vous avez des questions. C'est moi qui vous remercie. Donc je vais faire quand même l'appel. Merci, professeur. C'est moi. Donc,